Mesdames et messieurs, bonne fin de journée. Je vais donc parler de l'Afrique des droits de l'homme et plus exactement des acquis de l'Afrique en matière de justice transitionnelle. Livrée en large partie au sous-développement, à la dépendance, à la dictature, à la guerre civile, l'Afrique fait figure d'assisté perpétuel en termes de droits de l'homme comme en d'autres termes. Pourtant, dans le passé comme dans le présent, dans le domaine des droits de l'homme précisément, ce vieux continent a souvent été pionnier et innovateur. La première expression sauvegardée de cette vocation pionnière et innovatrice est la Charte du Mandé, adoptée par des populations des confins du Mali, de la Guinée et du Niger actuel en 1222, c'est-à-dire 7 ans seulement après la promulgation de la Magna Carta, qui, comme chacun sait, a beaucoup inspiré la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et sans bien entendu que la Magna Carta ait pu influencer de quelque manière que ce soit la Charte du Mandé. Celle-ci a d'ailleurs l'avantage comparatif sur celle-là qu'elle n'a pas été, au moins dans sa forme, octroyée par un souverain, mais approuvée par une assemblée. La Charte du Mandé énonce plus ou moins explicitement des droits humains fondamentaux. Le droit à la vie, allant jusqu'au bannissement de la peine de mort. Le droit à un traitement égal, car, citation, « il n'y a pas de vie supérieure à une autre vie ». Fin de citation. Le droit à la dignité et à la sécurité, y compris matérielle. Le droit à la propriété. Le droit de circulation. Le droit d'expression et d'action libre. Le droit à l'affranchissement du statut d'esclave. Certains chercheurs ont contesté l'authenticité de la Charte du Mandé, ayant vu une reconstruction inspirée par un africanisme trop zélé. À mon avis, on peut leur concéder que la forme de la Charte a en effet pu être manipulée au fil des collectes et des retranscriptions d'éléments oraux recueillis auprès de très nombreux rapporteurs, griots et autres. Mais au fond, la crédibilité de la Charte est attestée par le simple fait que son contenu se retrouve en réalité, peu ou prou, dans quasiment tous les droits coutumiers africains. Au Maroc, par exemple, il est bien connu que la peine de mort n'existait pas dans les tribus, ni la peine de prison d'ailleurs. La peine extrême à l'encontre des auteurs de crimes non réparés était le bannissement de la tribu. Il en allait souvent de même dans les autres contrées d'Afrique. Il ne s'agit pas d'idéaliser le droit qui régissait les sociétés africaines traditionnelles. On sait bien que ce droit pouvait s'accommoder de pratiques parfois très éloignées du minimum de respect dû à toute personne humaine. De manière générale, ce que nous entendons aujourd'hui par liberté individuelle était étranger au droit africain. La Charte du Mandé représente à cet égard une exception lorsqu'elle proclame dans des termes étrangement modernes les droits de circulation, d'expression et de libre action. Il n'en reste pas moins que le droit traditionnel africain n'est pas ce magma de règles, de rites, de pratiques scabreux, voire cruels, qu'on nous présente parfois. Au contraire, s'il est patent que l'individu et ses droits ne constituent pas son socle lorsqu'il s'agit de préserver le tissu social, de maintenir le fonctionnement de la communauté, d'assurer l'équilibre entre les diverses forces de la communauté, alors son efficace ne fait pas de doute, surtout sachant dans quelles conditions difficiles il se déployait. Les expériences africaines modernes de transition démocratique et de promotion des droits de l'homme ne s'y sont pas trompées, qui ont souvent puisé largement dans les ressources qu'il offre. Je vais passer maintenant à un examen rapide des principales parmi ces expériences qui ont valu à l'Afrique la réputation qui est aujourd'hui la sienne dans le domaine des droits de l'homme. Mais il faut d'abord rappeler que le continent africain, dans sa quasi-totalité, a fait l'objet d'une colonisation européenne violente et prolongée. Avant même que cette colonisation soit formalisée, certaines contrées d'Afrique ont subi une véritable hémorragie de ressources humaines qui sont allées alimenter dans le cadre de l'esclavage, les entreprises de Blancs en Afrique même, mais surtout aux Amériques. À cette hémorragie humaine s'est ajouté, bien entendu, le pillage des ressources naturelles,
Les populations africaines ou ceux qui l'ont resté étaient marginalisés dans leur propre territoire. La base matérielle de leurs systèmes sociaux ayant été bouleversée, leurs structures politiques se sont lézardées, sinon effondrées. Leurs normes et valeurs se sont effilochées. L'anomie, voire la régression vers les formes les plus étroites du tribalisme notamment, se sont emparées d'elles. En face, des formes occidentales s'imposaient, en particulier dans le domaine politique, mais sans véritable contenu et sans aucune adhésion de la part des populations. Lorsque les puissances européennes se retirèrent formellement, elles laissaient derrière elles des États aux frontières arbitraires et aux institutions artificielles et fragiles, des sociétés noyées dans le sous-développement, des élites squelettiques et sans base autre que frustrement tribales. Il s'ensuivit une série de conflits entre États et surtout au sein même des États, avec toutes les violations des droits humains que l'on sait, alors que les anciennes puissances coloniales, qui continuaient comme devant d'avoir la haute main sur les ressources naturelles, se délectaient du spectacle. C'est dans ce contexte qu'émergèrent des approches qui visaient à stopper les conflits, à faire régner la paix et à ménager des transitions vers des États forts et démocratiques, la démocratie étant conçue comme le système politique le plus propice aussi bien au développement qu'à la paix. Paradoxalement, mais au fond, pas si paradoxalement, l'exemple vint d'un État qui était déjà fort, globalement développé et pourvu d'une élite assez large, l'Afrique du Sud. Le caractère atypique de cet État apparaissait surtout dans le fait que, nonobstant les antécédents historiques, il avait fait en quelque sorte l'objet d'une colonisation non pas externe mais interne par une forte minorité blanche qui en était venue à instaurer l'apartheid, une politique de séparation physique des races. Lorsqu'après plusieurs décades de lutte, cette politique fut abandonnée, le problème devint comment, dans l'immédiat, éviter un bain de sang et comment, dans le plus long terme, assurer la paix civile dans l'égalité, au moins juridique et politique, de tous les citoyens. C'est alors que dans l'élite du pays, des voix s'élevèrent qui rejetèrent toute idée de vengeance et appelèrent à une transition maîtrisée vers un État démocratique. Une composante essentielle de cette transition devait être la mise en œuvre d'une justice transitionnelle. Une justice transitionnelle est d'abord une justice extrajudiciaire, car il est fort à parier que le système judiciaire existant a besoin d'être réformé avant de redevenir crédible. Il n'est pas nécessairement exclu, encore moins dissous, mais le temps que dure l'exercice de la justice transitionnelle, qui est bien entendu toujours limité, il est astreint au mieux à assister celle-ci. Ensuite, le but de la justice transitionnelle ne peut être la punition. Ici aussi, il faut dire que la punition n'est pas nécessairement exclue, mais quand elle a à être administrée, elle n'est jamais violente ni excessive. La peine de mort, évidemment, est exclue. Peuvent être appliquées de courtes peines de prison, des exclusions de carrières officielles, des privations de droits civiques, etc. Car ce qui est recherché, c'est plutôt la réconciliation comme préalable à la réfection du tissu social, à l'inversion de la logique du conflit, au redressement du système social et politique. Cela veut certes dire que le pardon doit prévaloir sur l'esprit de vengeance, mais il ne s'agit pas d'un pardon gratuit, loin de là. Le pardon de la justice transitionnelle est conditionné par la reconnaissance par les auteurs de violations des droits de l'homme de leurs actes, par leur contribution à l'établissement des faits qui ont entouré les violations et par l'expression sincère de leur repentir. En outre, et comme il va de soi, les victimes de violations des droits de l'homme, individus et collectivités, doivent bénéficier de justes réparations, eux ou leurs ayants droit. Enfin, la justice transitionnelle, et par là il se confond avec les composantes législatives et politiques de la transition démocratique, doit se conclure avec l'adoption par la nation concernée de mesures qui garantissent la non-répétition des exactions du passé. Ces mesures concernent en particulier le système judiciaire et le système de gouvernance sécuritaire dont la réforme est généralement cruciale.
tels sont les principes fondamentaux de la justice transitionnelle. Dans quelle mesure ont-ils pu être mis en œuvre de manière satisfaisante en Afrique du Sud même? Je peux dire qu'ils l'ont été dans une large mesure. L'amnistie aux auteurs des violations des droits de l'homme a été acceptée par la population malgré quelques difficultés. Les auteurs de violations se sont en général pliés à l'exercice de reconnaissance des torts et d'expression du repentir. Beaucoup d'événements historiques ont été restitués dans leur vérité. Beaucoup de cas de meurtre ou de disparition forcée ont été élucidés. Une nouvelle constitution est entrée en vigueur en 1997 et des réformes du système judiciaire et de la gouvernance sécuritaire ont été introduites. Le principal point faible de l'expérience sud-africaine en matière de justice transitionnelle a trait aux réparations. Celles-ci, individuelles ou collectives, sauf quand elles étaient symboliques, et bien qu'elles aient été voulues modiques dans leur forme pécuniaire, à ma connaissance, n'ont jamais été servies. Peut-être l'ont-elles été dans les toutes dernières années, mais je n'en suis pas sûr. Malgré ce point faible important et quelques insuffisances dans la mise en œuvre des autres principes de la justice transitionnelle, l'expérience sud-africaine dans ce domaine reste l'histoire d'un éclatant succès. Cet éclatant succès est dû, sans aucun doute, à la personnalité exceptionnelle de Nelson Mandela, à sa sagesse, à son intelligence, à son courage et à la confiance qu'il a su obtenir de son peuple. Un autre homme, Desmond Tutu, a apporté la caution de la foi chrétienne au processus. Enfin, je crois que sans la propension de l'homme africain à privilégier la réparation par rapport à la punition, et sa propension également à se contenter de réparations modestes, l'essentiel pour lui étant que le tissu communautaire ou social soit recousu, le processus n'aurait pas abouti. Ce qui rend plus regrettable encore que dans cette expérience réellement pionnière de la justice transitionnelle qu'est l'expérience sud-africaine, les indemnisations individuelles et les réparations collectives autres que symboliques étant tardées, au risque de forcer l'homme africain à douter de lui-même. Maintenant, qu'en est-il des autres expériences africaines de justice transitionnelle? Il faudra traverser tout le continent, venir là où vous êtes réunis aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour trouver une expérience comparable à celle de l'Afrique du Sud. Ici aussi, au départ, il y avait un État fort. Cet État avait certes dû subir le joug du colonialisme, mais sous une forme allégée en quelque sorte, la forme du protectorat, et pour une durée relativement courte. Bien que son territoire ait été morcelé, la monarchie qui le dirige était sortie de cette épreuve plus forte, plus populaire. Sa popularité a vacillé un moment suite aux luttes pour le pouvoir qui ont succédé au combat pour l'indépendance, mais elle a su rétablir une stabilité durable à la faveur de la récupération des provinces sahariennes, du lancement dès la fin du programme d'ajustement structurel de programmes sociaux d'ampleur qui ont culminé avec l'Initiative nationale de développement humain et justement à la faveur de l'engagement dans une expérience de justice transitionnelle. Le Maroc n'avait pas atteint le niveau de développement de l'Afrique du Sud, mais il était moyennement équipé et il avait des atouts certains pour devenir un pays émergent. Enfin, le Maroc avait une élite politique, intellectuelle, économique assez large. Une différence importante cependant avec l'Afrique du Sud, alors que dans celle-ci, l'élite, sauf l'économique, était soudée autour de l'ANC. Au Maroc, elle était dispersée et ses composantes, malgré leur accord sur les grandes constantes, étaient dans un état quasi permanent de rivalité. Le Maroc connut, comme chacun sait, ces années de plomb. En fait, elles commencèrent quelque temps seulement après l'indépendance et durèrent jusqu'au début des années 90 du siècle dernier, lorsque le régime réalisa que le pays ne pouvait plus échapper à une démocratisation sérieuse, surtout les oppositions les plus radicales ayant opté depuis belle lurette pour une stratégie de lutte démocratique. Comme en Afrique du Sud, une démocratisation sérieuse ne pouvait pas se concevoir sans une composante essentielle de justice transitionnelle. L'expérience marocaine de justice transitionnelle
commença avec des approches qui certes privilégiaient la réparation, mais concevaient celle-ci comme une opération essentiellement pécuniaire, ce que récusèrent les représentants les plus écoutés des victimes de violations des droits de l'homme. Comme à l'époque, nous sommes à la fin des années 90 et au début des années 2000, la formulation des principes de la justice transitionnelle était pratiquement achevée. Ils exigèrent la mise en œuvre intégrale de ces principes. Le nouveau roi leur donna raison et ainsi le Conseil consultatif des droits de l'homme fut mis en conformité avec les principes de Paris en 2001, n'est-ce pas, c'est Omar ? Et en 2004 fut créée l'instance équité et réconciliation pour un mandat qui dura 2 ans et devait couvrir toute l'histoire du pays depuis l'indépendance et jusqu'en 1999. Quel bilan comparatif peut-on faire aujourd'hui de l'action de l'IER et plus généralement de l'expérience marocaine de justice transitionnelle? La disposition des victimes de violations des droits de l'homme et de la population en général au pardon a été confirmée. Pratiquement aucune demande de poursuite judiciaire n'a été enregistrée. Cette disposition était d'autant plus notable, pour ne pas dire louable, que ceux parmi les auteurs de violations qui avaient survécu, aussi subalternes fussent-ils, n'avaient pas reconnu, ni publiquement, ni à ma connaissance autrement, leur tort. Encore moins avaient-ils exprimé leur repentir. Et pour le repentir et pour la reconnaissance des faits, l'État s'était substitué à eux. À la réception du rapport final de l'instance équité et réconciliation, le roi lui-même prôna le pardon et la poursuite de l'effort de recherche historique pour élargir le cercle de la vérité. La conséquence du silence des acteurs et d'ailleurs aussi de la rareté des contributions de témoins, sans parler de l'indigence des archives des services étatiques, fut en effet la pauvreté des restitutions historiques. Il faut souligner ici que les acteurs politiques et non seulement les agents de l'État y contribuèrent également en ne s'engageant pas entièrement dans l'action de l'IER. Celle-ci, ou le CCDH qui fut chargé de poursuivre son œuvre, réussirent néanmoins à élucider la quasi-totalité des cas de disparition forcée qui avaient été répertoriés. Cela ne dispense pas le pays de continuer à s'efforcer de restaurer la mémoire des 40 années et plus qui ont suivi l'indépendance. En attendant, le point le plus fort de l'expérience marocaine de justice transitionnelle reste la réparation, aussi bien collective qu'individuelle. Sur ce point, l'État s'est montré à la fois généreux, attentif et diligent. Concernant enfin les réformes institutionnelles, surtout celles relatives au système judiciaire et à la gouvernance sécuritaire, comme en Afrique du Sud, elles ont été consacrées dans une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2011 et en laquelle ont fusionné pour culminer les processus de justice transitionnelle et de transition politique. Ce que l'on se doit de reconnaître cependant, c'est que cette réforme constitutionnelle aurait pu intervenir plus tôt si les acteurs politiques avaient été plus engagés, plus unis et plus entreprenants. Certaines dispositions de la nouvelle Constitution attendent d'ailleurs encore d'être mises en œuvre. Je prévoyais de parler d'une troisième expérience de justice transitionnelle qui est celle du Rwanda, mais je vois que le temps qui m'est imparti est en train de partir, et donc je vais résumer cette partie, simplement pour dire que l'expérience du Rwanda se recommande pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est l'expérience qui a utilisé, disons, les ressources du droit coutumier plus que les autres, en faisant appel aux tribunaux dits gachacha, bien qu'ils aient été dans le processus un petit peu dénaturés. Et la deuxième raison, c'est que malgré toutes les critiques que le Ghana a eu à affronter, justement à cause de son recours au gachacha, il a tenu bon. Et ce qui lui a permis de tenir bon, c'est le fait qu'il disposait d'un leadership énergique et cohérent qui a su mener l'expérience jusqu'au bout en ne consentant qu'un minimum de concessions aux critiques de l'extérieur.
Aujourd'hui, c'est le 10 décembre. Je demande au président de m'accorder peut-être 3 minutes pour pouvoir terminer tout mon texte, n'est-ce pas, que j'ai lu justement pour pouvoir aller plus vite. Malheureusement, je n'ai plus que 20 secondes. Et donc, si vous voulez bien, je vais sauter le Rwanda. Hein. Et donc, outre les 3 cas que j'ai évoqués ou que je voulais évoquer, l'Afrique a connu une quinzaine d'autres expériences répertoriées comme expériences de justice transitionnelle. Mais aucune de ces expériences, à l'exception de celle du Ghana, dont on parle peu, mais qui a tiré son épingle du jeu dans la discrétion et qui jouit aujourd'hui de la paix et de la stabilité, aucune donc de ces autres expériences n'a réellement abouti. En fait, au moins 8 des expériences restantes mériteraient à peine, à mon avis, d'être reconnues comme expériences de justice transitionnelle, car soit elles n'ont pas comporté la création de véritables commissions de vérité, soit les commissions de vérité dont elles ont comporté la création ont été fortement contestées par des secteurs importants des sociétés concernées et elles risquent fort d'être à terme internationalisées. Les autres ont déjà été internationalisées au point pour certaines d'entre elles qu'on ne peut plus parler d'expérience nationale, ni africaine, ni en réalité de justice transitionnelle. Car si, dans une conception saine de la justice transitionnelle, c'est la paix qui prime en tant que condition sine qua non de la reconstitution du tissu social et de la construction ou la reconstruction de l'État, y compris bien entendu son système judiciaire, pour les adeptes de la justice internationale, c'est la justice dans sa portée punitive qui doit primer, et s'il n'existe pas de système judiciaire national pour l'exercer, eh bien, disent-ils, les instances judiciaires internationales sont justement là pour l'exercer à sa place. Cette approche judiciaire internationaliste et interventionniste peut sembler séduisante. Elle se pare de rigueur et d'intransigeance. Elle promet implicitement efficacité et diligence et assure qu'une fois la justice rendue, la paix adviendra rapidement. Mais les faits la contredisent. Les pays où elle s'est imposée sont ceux où la paix tarde le plus à venir ou revenir. Elle s'est traduite dans les faits par des procès extrêmement coûteux, interminables et limités à quelques individus. C'est trop payer une démarche dont le danger principal demeure le fait qu'elle risque de condamner à la minorité politique perpétuelle les sociétés censées en bénéficier. Il ne s'agit pas de rejeter le principe de justice parce qu'il serait occidental. Il n'est pas occidental, il est universel. Et dans une société qui a atteint le rythme de croisière dans son développement social et politique, il est sans aucun doute le principe qui doit primer par rapport à tous les autres. Mais dans des sociétés qui sont loin d'avoir atteint le rythme de croisière dans leur développement social et politique, des sociétés constamment menacées de rechute et d'involution, des sociétés où l'État tend à être réduit à sa plus simple expression quand il n'a pas purement et simplement disparu, des sociétés livrées à l'anarchie et aux luttes intestines. Dans de telles sociétés, le plus urgent, et non moins sûrement, d'apaiser les fureurs des uns et des autres, de régénérer le sens de l'intérêt commun, de reconstruire des structures d'arbitrage et de gouvernement, bref, de ramener la paix. Certains ont avancé qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. Il est encore plus vrai qu'il ne peut y avoir de justice sans paix. Seuls ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est une guerre civile ou qui, faute de révolution permanente, misent inconsidérément sur le chaos permanent, en espérant peut-être qu'il sera créateur, ne comprennent pas cela ou ne veulent pas le comprendre. Ils ne réalisent pas assez non plus ou ne veulent pas admettre qu'ils réalisent que les situations de transition africaine ne sont pas nées d'un déguerpissement des gouvernants d'antan, encore moins d'une victoire sur eux, mais d'une prise de conscience par ces derniers qu'eux non plus ne pouvaient pas vaincre ceux d'en face. Par conséquent, tout comme leur justice ne pouvait être reconduite telle qu'elle, une justice révolutionnaire était hors d'atteinte.
Quant à la justice internationale, elle doit être vraiment le tout dernier recours, quand même une justice transitionnelle en bonne et due forme a échoué. C'est la justice transitionnelle. Et j'entends bien une justice différente en nature de la justice conventionnelle. Une justice, oui, intérimaire, qui est le mieux à même de ramener la paix, puis la justice dans des pays ravagés par les violations des droits de l'homme. Nous, Africains, sommes peut-être préparés par notre histoire et par nos cultures à promouvoir cette approche. Au-delà du traitement des passifs en droits de l'homme de nos pays, oserons-nous l'approfondir, l'enrichir et la proposer à un monde déchiré par des conflits inédits? On dit de l'Afrique, on l'a souvent dit ici même, qu'elle représente une réserve de croissance extraordinaire. Osera-t-elle se révéler également comme une réserve de sagesse? Merci de votre attention et de votre patience.